Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans nos bureaux de Québec. Très fière de montrer ici PMML, agence immobilière et hypothécaire. On a un café PMML en cours en ce moment avec des investisseurs qui vont discuter pendant 1 heure. Mathias, il y a une bonne pointe de quand tu fais ça. Salut! Salut tout le monde! Super gang à soir, on va s'amuser. On a le café PMML, bien sûr, viens, on va monter. On va avoir Michael Fontaine, qui va nous donner un peu son histoire ce soir. On va pouvoir lui poser des questions. Oui, ben oui. Donc, ça va être super cool. Donc, bonjour à tous, bonsoir et bienvenue à la première édition du Café PMML à Québec. Et puis, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Michael Fontaine. Donc, bienvenue Michael. Et puis, écoute, je pense que ça va être intéressant de voir le parcours de Michael qui est rendu un investisseur, on pourrait dire, à succès. Quelqu'un qui aime bien partager aussi, fait que ça va être super agréable. Mais avant que Michael nous s'introduise et nous donne un peu son parcours, et par la suite, on va poser des questions. Je demanderais qu'on s'introduise en quelques secondes chacun, faire un petit tour de table. On va commencer par... Moi, c'est Francis Forêt. Ça fait 2 ans que je fais du développement immobilier avec mes partenaires. On a 2 immeubles dans la région. Puis ça va bien, on continue de grandir. Puis c'est ça. Super. Alexandre Picard, de la région de Québec aussi, avec mon associé, Simon ici. On a à peu près 50 portes, puis on est encore en train de regarder pour des nouvelles acquisitions. Bonjour, Simon Desrosiers. Dans le fond, nous autres, notre compagnie, c'est Groupe Pixa. On investit dans le secteur de Québec. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça fait environ 4-5 ans qu'on fait ça. Donc, c'est ça. C'est bien. Moi, Louis-Charles Filion, je demeure à la Quai-de-Chemin. On investit depuis 2 ans aux alentours de la Quai-de-Chemin aussi. Puis là, on est en période de refinancement avec Jean-Philippe. Excellent. Moi, c'est Mathieu Bouchard. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à investir. Puis j'aimerais ça aller dans le plus gros. J'ai beaucoup de petits immeubles, mais là, j'ai pas encore rien de plus haut que 5 pour l'instant, à part une PA sur un œuvre de signé qu'on a hâte de concrétiser. Jean-Philippe Paradis, courtier hypothécaire commercial chez PMML depuis plus qu'1 an. C'est plus qu'1 an que je suis ici. Donc, j'ai quelques personnes que je connais autour de la table déjà pour avoir fait quelques transactions. Bonjour, Nicolas Cossette, je suis directeur de projet sur la construction, puis investisseur immobilier en devenir là, dans les prochaines semaines, mois. Bienvenue. Moi, c'est Mathieu Allaire. En fait, j'ai plusieurs petits plex ici à Québec. Puis, je suis avec 2 autres partenaires qui ne sont pas ici. Puis, on le regarde pour l'acquisition de 16 à 24 logements cette année. On espère qu'on va avoir du succès. Pour 2020. Oui, pour 2020, c'est notre objectif. Puis on espère avoir du succès. Bonjour, Jean-François Lessard, natif de la Beauce, mais maintenant de Québec depuis quelques mois. Nous sommes en train de vendre tous nos immeubles à Saint-Georges pour investir mieux à Québec. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on est investisseur à Québec. On a environ une 40aine de logements, mais des logements récents. OK. Un créneau précis, c'est le fun. Bonjour tout le monde, mon nom est Chantal Giguère, alors l'épouse de Jean-François. Alors, je suis en minorité ce soir, mais non la moindre. J'adore travailler avec Jean-François, mon conjoint. On fait de l'immobilier depuis une dizaine d'années. On adore ça. Maintenant, on est à temps plein là-dedans, puis on en vit présentement. Bonjour, moi c'est Serge Tousignan. Je débute en immobilier. Je cherche 6 logements et plus dans la région de Trois-Rivières et Sainte-Foy. Trois-Rivières et Sainte-Foy. Et Sainte-Foy. OK. Donc, merci à tous. Bienvenue. Je trouve ça intéressant parce que la majorité des gens sont déjà dans l'action et puis d'autres sont prêts à bouger, qui cherchent présentement. Fait que vraiment, je pense que ça va être assez intéressant comme conversation. Fait que Michael, peut-être... Bien, avant ça, excusez, on a bien sûr aussi nos courtiers présents. On va laisser Hugo s'introduire. Oui, bonjour, Hugo Mathieu, courtier immobilier commercial chez PMML. En fait, je me suis joint à l'équipe en septembre et ça va déjà très, très bien. Je remercie Patrice. Nick Raymond, courtier immobilier commercial PMML. Ça fait déjà plus de 2 ans et 3-4 mois là, que je suis dans l'équipe. Super heureux d'être avec l'équipe.
Bonjour, Sylvain Lacasse, courtier immobilier chez PMML, investisseur immobilier également. Donc, depuis 3 ans ici comme courtier chez PMML à Québec. Bonne soirée. Le dernier et non le moindre. Mathias Haché, courtier hypothécaire commercial chez PMML depuis bientôt 1 an. Donc, j'ai hâte de t'entendre. Merci. C'est parce que ce business, ça roule beaucoup, mais ça fait pas 1 an. Ça fait plus le mois de mai. Presque 1 an. On va le passer avant le mois de mai, OK? Et bien sûr... J'ai fait 1 an de chiffre d'affaires depuis le mois de mai. C'est ça. Et bien sûr, sans oublier ma partenaire Sana, qui est ici. Donc... Bien, Sana, depuis le début chez PMML. Très contente de vous recevoir tout le monde, puis j'adore approfondir les relations. Alors, bienvenue. Donc, Michael, maintenant, on te laisse t'introduire en quelques minutes, puis après ça, n'importe qui peut lever les questions. Fait que, moi, c'est Mike Fontaine, Michael, mais tout le monde m'appelle Mike. Je viens de Edmonton, en Alberta. Je suis né en Alberta, mais ma famille vient pas mal toute d'ici à Québec. Présentement, on habite sur la rive sud de Québec et on investit principalement sur la rive sud de Québec. On regarde quand même à Québec. Là, je ne suis pas fermé à agrandir de l'autre côté du fleuve, sauf que c'est ça. Présentement, on est concentré vraiment sur la rive sud. Puis, c'est ça. Je suis aussi entrepreneur général. Et puis, j'ai été dans plusieurs domaines. Mon parcours est assez élaboré. Fait que c'est ça. Puis, ça fait depuis 2016 qu'on fait de l'immobilier. Puis, on a quand même un pas pire parc comme c'est là. Puis, on fait principalement, on achète des immeubles à problème qu'on rénove, on optimise, on fait de l'ajout de logement, conversion de chauffage, à peu près n'importe quoi que tu peux penser pour optimiser un immeuble puis le rendre encore plus rentable. C'est vraiment notre créneau, c'est ça qu'on fait. Fait que tu as commencé en 2016, il y a 3 ans seulement. Oui. Wow! J'ai commencé en 2016. Moi, quand je dis « on », c'est moi et ma conjointe. Là. Ma conjointe Valérie, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais elle me suit depuis le début. Elle m'a encouragé depuis le début. Fait que quand on a commencé en 2016, c'est en Noël 2015, on s'en allait en 2016. Ma conjointe m'a acheté un petit livre qui s'appelait « Les 10 différences entre les gens de la classe moyenne puis les millionnaires ». J'ai lu ce petit livre-là, ça m'a comme allumé. J'ai lu d'autres livres, entre autres le livre des flips d'Yvan. OK. Yvan Cournoyer du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Oui. Puis j'ai lu le livre des flips. Je m'intéressais beaucoup à la réno parce que j'étais directeur des ventes dans une entreprise, mais je faisais aussi la réno à mon compte l'été. Puis, fait que c'est ça, ça m'intéressait beaucoup, l'immobilier. J'ai lu ça, j'ai vu ça, le coaching. Je ne savais pas trop c'était quoi. J'ai dit à ma conjointe, j'ai dit « Hey, ça me tenterait. » Elle dit « Ah oui, inscris-toi. » Je trouvais ça cher pas mal. Je l'ai fait pareil. Puis ça a fini que, c'est ça, j'ai fait mon coaching. Puis dans mon coaching, on a acheté 3 immeubles. Pendant le temps, je faisais mon coaching. Puis, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que beaucoup de gens que je parle, puis mais que j'aille terminer mon coaching, je vais commencer. Mm-hmm. Mais toi, tu as été dans l'action pendant que tu faisais le coaching. Oui, bien moi, je trouve ça important aussi. C'est ça, je dis ça. Souvent, les gens me demandent, tu sais, j'entendais souvent aussi des gens dans le coaching qui me disaient « Ah, j'attends d'être seté, tu sais. » Mais tu n'es jamais prêt, là. Tu n'es jamais prêt. C'est tout le temps en amélioration, tu sais. On a tout un système de gestion, nous autres, qu'on a monté, puis on l'améliore tout le temps. Les rénovations, on améliore tout le temps nos procédés. Fait que, tu sais, je pense pas que... Quand tu n'es pas dans le bain, tu peux pas... Tu peux avancer, mais tu avances à pas de tortue, là. Quand tu es dans le bain, là, puis tu as la corde au cou, tu n'as pas le choix, là. Tu sais, faut que tu avances. C'est la différence entre la théorie puis sur le terrain. Ah oui. Puis quand tu es sur le terrain, puis tu as des situations, mais c'est le fun parce que tu es encore dans le coaching. Fait que tu peux retourner le mois d'après et dire hey, j'ai vu telle chose en parlant avec les autres par rapport à un locataire, par rapport à une situation de rénovation. Donc, c'est intéressant. Même sans être dans le coaching, tu sais, si tu n'en fais pas d'offre d'achat, tu n'en achètes pas d'immeuble. Tu sais, c'est... Absolument. Donc, peut-être, y a quelqu'un qui veut commencer par... Oui, moi, j'aurais une question, peut-être pour Mike, qui me chatouille. Au niveau de tes peurs, est-ce que tu as eu des peurs au début quand tu as commencé ou pour toi, c'était tout bonnement, tu t'es lancé sans trop y penser? Ou est-ce que tu as eu des peurs au départ? Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je viens pas d'une famille qui était... très en moyen non plus. Tu sais, on a tout le temps un peu peur, des grosses hypothèques, des grosses dettes. Quand tu ne connais pas un peu la mécanique autour de ça, c'est un peu épeurant, effectivement. Puis
il y a des... à un moment donné, souvent, tu sais, je regarde ça maintenant avec du recul, tu sais, le mindset a vraiment beaucoup changé depuis le temps. Moi, j'ai fait aussi des coachings privés avec Ray Vincent, que pas mal d'entre vous doivent connaître, là. Vraiment travailler sur mon mindset aussi, parce que je me rappelle, la première fois qu'on a fait un offre au-dessus d'1 million sur un immeuble, là, où on était sur le nerf, là. Mais c'est ça, tu sais, ça s'apprend. À force d'en faire, à un moment donné, on se rend compte, finalement, tu sais, il n'y a rien là. Les premières, t'espères juste qu'ils ne l'acceptent pas, là. Non, non, mais tu sais, c'est ça. C'est ça. Au début, on était vraiment... c'est ça. On est allé par étapes, mais tu sais, moi, j'étais un peu comme Charles-André disait dans son vidéo l'autre jour, j'étais un peu... pas un énervé, mais un peu comme qui disait hyperactif. ça. Un hyperactif, c'est ça. Fait que quand il parle d'hyperactif, là, je fais partie de sa gang d'hyperactifs. Fait que moi, quand je commence quelque chose, tu sais, je me donne à fond dedans, là. Fait que c'est sûr que, oui, il y avait des craintes. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait si on loue pas les logements ou, tu sais, tout ça. Mais, tu sais, comme je dis, quand tu es dans le bain, tu fais en sorte que ça marche, là, Et par rapport à ça, Mike, est-ce que tu peux expliquer un peu pour les louer? Tu as fait des belles choses, des stratégies avec les compagnies qui ont pignon sur rue, les ressources humaines? Oui, bien moi, dans le fond, je suis dans mon secteur, il y a beaucoup de manque de main-d'œuvre présentement. Puis c'est quelque chose que je savais. Fait que quand je peux parler d'une transaction en particulier, là, on a acheté maintenant 24 logements, il y avait 20 logements de vide. Là, ça, je n'ai parlé quelques fois de ça, cette transaction-là. C'est un très bel immeuble, bien situé, 20 logements de vide sur 24. L'ancien propriétaire avait... L'entretien qu'il avait à faire, c'était plus du plancher, peinture, mais il ne l'avait pas entretenu. L'ancien propriétaire était un petit peu plus difficile, la clientèle, tu ne l'aimais pas. Fait que, on a acheté cet immeuble-là, puis tu sais, là, on avait 20 logements de vide, il fallait les remplir. Là. Fait que, tu sais, on a rénové les logements. Mais pour les remplir, tu sais, moi, je contactais les compagnies du secteur. Je disais, avez-vous des nouveaux employés qui s'en viennent dans le secteur bientôt? Tu sais, on était assez avant-gardiste sur ces affaires-là. Là, tu sais, on contacte les ressources humaines, on contacte vraiment les gens du secteur, puis je vais vraiment avec la demande dans le secteur. Tu sais, si je vois que c'est plus une clientèle de travailleurs, on fait des logements plus travailleurs. Si c'est une clientèle plus huppée, mettons, c'est l'Airbnb, bien là, je vais vraiment avec... C'est vraiment une étude de marché que tu fais. Ah oui, moi, c'est ça. J'ai été en vente marketing longtemps, là, fait que c'est sûr que ça déteint un petit peu sur mon immobilier, mettons. Là. Mais ouais, on fait vraiment une étude de marché. Tu comme moi, je savais que le secteur où je suis, c'est le secteur où il y a le plus bas taux de chômage au Québec, là, présentement. Fait que, pour moi, c'était facile d'aller chercher la clientèle. Mais comment que tu peux, justement, après avoir fait cette étude-là, comment tu vas ajuster? Donne un exemple de comment tu vas ajuster un logement. La rénovation que tu vas faire, les aires communes, c'est... Bien, normalement, c'est sûr que là, bon, les logements en tant que tels, ça dépend tout le temps du type d'immeuble que tu pognes. S'il y en a qu'on a vraiment refait de A à Z, revêtement extérieur, fenêtre, toiture et tout, là. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment juste plancher, peinture, changer les thermostats, les cailles, puis mettre ça propre. C'est sûr que quand on tombe, moi, on optimise aussi beaucoup au niveau de nos procédés de rénovation. J'ai appris maintenant avec le temps que une belle douche en céramique, là, elle prend 2 jours, 3 jours à faire. Là. Tandis que tu mets un gars là-dessus, il pose la céramique, après ça, il met le coulis. Tandis qu'un plastique de douche, dans certains cas, ça fait très bien la job, puis c'est pas mal plus vite fait. Fait que, ça dépend tout le temps du type de clientèle que tu as pour tel secteur. Des fois, tu ne le loues pas plus cher parce qu'il y a de la céramique dans la douche. C'est ça que je veux dire. Fait que, dépendamment du secteur, tu vas ajuster tes rénovations. On ajuste les rénovations, le type de plancher, les types de matériaux qu'on va utiliser aussi vraiment pour ce type de secteur-là. Une petite question sur ta licence d'entrepreneur. Oui. C'est-tu quelque chose que tu es allé chercher à partir que tu avais des immeubles ou tu avais vraiment ça avant? Moi, je suis allé la chercher par après. OK. Parce que moi, je viens de l'Alberta, c'est comme je disais. Nous autres, en Alberta, on a des... là-bas, les gars, c'est pas comme ici, là, ils n'ont pas de carte C'est ça, ils n'ont pas de carte comme ici, CCQ et tout ça. Mais moi, j'avais fait toutes mes heures là-bas. Puis mon père est entrepreneur, fait que j'ai challengé l'examen de compagnon aussi. Fait que j'ai été capable d'avoir ma carte de charpentier menuisier compagnon aussi. Mais je suis allé chercher ma licence pas longtemps après, là, quand on a débuté. Ouais. Fait que, ça l'aide pas mal.
Oui, c'est sûr que ça l'aide. J'ai mes propres équipes de gars. C'est sûr que comme vous autres, un peu, là, ça l'aide beaucoup. Ça coupe d'un coup pas mal, mais je choisis quand même mes combats. Là. Les toitures, on ne touche pas à ça. On donne ça à contrat. Le gyps, on n'en fait plus. Les poseurs de gyps sont pas mal plus vite que moi. Là. Fait que jusqu'à quel point ça a été important pour toi justement d'aller chercher cette licence-là? Dans ta carrière d'investisseur? Bien, c'est sûr que plus tu grossis, si tu planifies de faire des rénaux beaucoup toi-même, c'est important de l'avoir, là, parce que ça peut engendrer des coûts assez importants. Là. Puis aussi, au niveau de la qualité des logements, à un moment donné, tu ne veux pas faire d'avoir du monde qui font n'importe quoi dans tes immeubles. Là, le gars, il n'est pas électricien, mais il te met des bois de jonction partout dans les murs. Là, fait que c'est pour ça que c'est un peu pour garder aussi une certaine qualité. Là, fait que ça a été quand même assez important. Mais je dirais, vraiment, ce qui est plus important au niveau pour moi, au niveau de mon parcours, c'était vraiment, d'aller chercher d'aller chercher des immeubles, je choisis mes combats. Je n'achète pas tout ce que je vois. Il y en a, des fois, ils sont là, puis ils font 50 offres par semaine. Là. Moi, non. Moi, je suis plus un sniper. Là. Quand je fais un offre, c'est parce que je vais l'acheter. C'est rare que je back. Là. Non, c'est bon, ça. Serge? En parlant avec plusieurs investisseurs, à un moment donné, on apprend souvent que le plus dur, c'est d'acheter le premier. C'était quoi ton histoire avec ton premier immeuble? Comment tu l'as acheté? OK. Bon, ça, c'est une pas pire histoire. Elles sont toutes bonnes, là, mais celle-là n'est pas pire. Mais non, nous autres, le premier immeuble, dans le fond, c'était un peu drôle. C'est qu'on avait commencé, j'avais commencé le coaching, justement. Puis là, tu sais, moi, quand j'ai commencé mon coaching, là, j'avais 15 000 $ dans un compte de banque, puis ça coûtait 5 000 le cours. Fait que, tu sais, là, il me restait 10 000, tu sais. Puis là, je m'étais dit, bon, peut-être qu'un jour, je vais être capable d'avoir un quadruplex. Ou, puis finalement, c'est ça, on a fait que je suivais un coaching, puis là, je passais souvent devant un immeuble qui était pas loin de chez moi, tu sais. Puis c'était délabré pas mal. Là. Il y avait des stacks de terre au même en arrière, c'était le bordel dans le cours, puis... Fait que là, je m'étais dit, peut-être je devrais l'appeler, ce propriétaire-là, tu sais, puis il demandé s'il serait intéressé de vendre, tu sais, puis là, je pourrais rénover ça tranquillement, pas vite, tu sais, puis... Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est que un jour, je m'en allais travailler, puis là, je passe en avant de l'immeuble. Peut-être, je passais avec ma blonde en auto, puis là, je disais à ma blonde, on pourrait rénover ça, ce bloc-là, je vais le contacter, tu sais. Même pas une semaine après, je m'en allais à ma job. Je vois une pancarte à vendre en avant du bloc. Je dis, coudonc, j'ai dit, j'appelle la courtière. La courtière, elle m'avait déjà vendu une maison. Fait que, on avait déjà. Fait qu'elle me dit, je fais des visites en fin de semaine. J'ai une visite. J'ai dit, regarde, si ça t'intéresse de venir voir ça, viens. Viens tout de suite après mon autre visite. Fait que finalement, on est allé. Je suis allé là. Puis, c'est ça. Là, on a visité. Le haut, c'était tout loué en chambre, puis c'était vraiment délabré. Là. Je vous le dis, là, vous n'auriez jamais couché là. C'était l'enfer. Les logements, c'était correct, mais tu sais, c'était pas... c'était tout dû pour être retapé à grandeur. Fait que, finalement, on a... Fait que j'ai rappelé à la courtière le jour de même. Je lui ai dit, j'ai fait un offre, je pense que c'était 100 000 de moins de ce qu'il demandait. J'avais offert. Puis... il a accepté. Il a dit, bon, OK, là, ça prend la mise de fond. Fait que là, finalement, nous, on avait tout rénové notre maison dans l'année d'avant. On avait vraiment refait le revêtement extérieur. J'avais rajouté garage attaché. Fait que on avait tout refait la cuisine. Fait qu'on est allé, on a fait réévaluer notre maison. On est allé chercher les liquidités sur la maison. On s'est servi comme mise de fond. Puis là, je commençais mon coaching. Puis il est arrivé toutes sortes d'affaires durant cette transaction-là. Fait que finalement, en tout cas, là, il y a eu une remise qui a été faite aussi par le vendeur parce que lui, il était obligé de me garantir un an de loyer. Puis son fils avait comme un bail de faveur. Puis là, à la dernière minute, avant la fin de la transaction, son fils m'a annoncé qu'il y avait une offre d'achat acceptée sur une maison, puis il partait. Puis là, nous, on avait la moitié de l'immeuble était comme vide, vu que ce qui était loué en chambre, il y avait 2 chambreurs, mais tu sais, il payait en cash. Tu peux pas y compter, tu sais. Puis là, nous, on faisait des rénovations. Puis moi, je m'étais fait financer des travaux aussi. Fait que là, si eux autres partaient, la transaction, c'était plus bien, ça passait pas. Fait que là, finalement, ils m'ont garanti, le vendeur a été obligé de me garantir le loyer de son fils pendant 1 an. Fait que ça m'a donné un petit break. Mais nous, on l'a reloué quasiment tout de suite après.
Fait que, puis là, ben, je me suis lancé vraiment là, dans les rénaux de ça. On a rénové le logement que l'ancien propriétaire occupait. Puis après ça, ben, on a vraiment strippé le deuxième. On a refait 2 4,5 là-dedans. Fait que, tu sais, c'était un 6 logements qu'on a transformé en 7. Puis là, on a refait le revêtement extérieur, la toiture, même on a changé la structure, là, parce qu'il y avait comme un toit comme ça, puis un autre toit comme ça, puis lui, il se déversait dans l'autre, en tout cas. Fait qu'on a comme continué le fight dans l'autre, en tout cas, dans l'histoire. Fait que là, finalement, c'est ça. Fait que là, avec cet immeuble-là, après ça, on a fait réévaluer l'immeuble à sa nouvelle valeur. Puis les banquiers, dans le temps, quand ils m'avaient prêté, ils avaient vraiment sous-estimé comment on pouvait louer les logements. Fait qu'on est allé chercher une belle équité, là. On s'est servi de ça par la suite pour acheter d'autres immeubles, puis c'est ça. J'avais acheté 2 autres immeubles aussi entre-temps, là, pendant qu'on faisait les rénaux là-bas. Un vendeur qui était juste tanné, il ne voulait plus les avoir, ça faisait longtemps qu'il était à vendre, puis on a, c'est ça, avec des techniques là, de financement créatif, on était bon pour acheter ces immeubles-là. Good. Donc, fait que c'est ça. Fait que ton premier projet a été quand même assez... oui, il était assez lucratif. Assez lucratif. Tu as récupéré ça en combien de temps? Combien de temps ça a pris? Ça a pris... celui-là, il était plus long parce que je travaillais en même temps. Donc, ça a été un petit peu plus long. Je pense que ça a pris je pense que c'est 5-6 mois. Là. Un petit peu plus long, 5-6 mois, wow. Oui, mais 5-6 mois là, à temps partiel, mettons. Mais ben, non, c'est ça. Mais non, ça n'a pas pris un an. Là. Dans l'été, tout est fait. Là. Fait que tu as vraiment sauté dessus. Avais-tu fait d'autres offres d'achat avant ou c'était un des premiers que tu as vu? Ça a été un des premiers qu'on a fait une offre. Après ça, ben, on a commencé à faire des offres un petit peu plus. Puis, mais comme je dis, moi, je choisis vraiment mes combats. Là, je le sais pas mal. Là, si ça va être quelque chose qu'on va être capable de l'acheter. J'ai eu des offres refusées aussi, là, mais tu sais, d'habitude, quand on tend une perche, on l'a. Ça arrive des fois, mais... Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? T'achètes-tu tout seul ou avec ta conjointe? J'achète avec ma conjointe. Comme c'est là, oui. Dans les projets de cette année à venir, là, on regarde peut-être pour commencer à faire un peu de partenariat. Là. Parce que là, ça grossit pas mal. On a une belle équipe. Mais c'est ça, j'aimerais ça continuer. Puis, fait qu'on va regarder possiblement pour commencer à regarder peut-être des projets un peu plus gros en partenariat. Fait qu'on a quand même des liquidités et de l'équité sur nos immeubles qu'on est capable d'aller chercher. Fait que là, on va regarder. C'est dans les projets là, qu'on planifie de faire pour la prochaine année. Hein. C'est quoi ton plus gros immeuble que tu as présentement? Bien là, présentement, on a un 24 logements qu'on est en train de transformer en 30 logements. Mais je dis que c'est un 30, mais c'est plus un 30 là, parce que c'est rendu 3-10. Oui, OK, ouais, Ça, c'est une autre technique là, que j'ai utilisée pour aller chercher. C'est que je prends des gros immeubles, je les subdivise en plus petits aussi. Ça va t'aider, entre autres, au niveau du financement. C'est ça. Parce qu'on est capable d'aller chercher un peu plus de financement parce que les critères de financement en bas de 12 logements ne sont pas les mêmes que 12 et plus. Fait que des fois... Puis les comparables vendus aussi, parce qu'ils vont servir également des comparables. Puis donc, tu peux prendre des 10 logements comme comparables au lieu de prendre un 30. C'est ça. Ça, c'est une des techniques que j'aime bien, que j'utilise assez. Bien, comment tu fais pour diviser, justement? Tu achètes un 30 logements, là? Bien, c'est sûr que ça dépend toujours de l'immeuble, tu sais. OK. Ça dépend de l'immeuble. Tu sais, des fois, moi, souvent, c'est qu'on va diviser directement les murs par feu. Fait que, comme là, dans ce cas-là, c'est qu'on avait un 24 logements avec 3 sections de 8, avec des murs par feu. Puis les stationnements étaient adéquats pour avoir le bon nombre de stationnements par immeuble, souvent. Fait que ça, c'est à vérifier. Puis d'avoir assez grand terrain pour chaque immeuble aussi. Y a-t-il des entrées séparées? Oui, ils ont chacun des entrées séparées. Fait que juste dans ce dossier-là, ça allait bien, là, parce qu'on avait chacun un numéro de porte séparé pour chaque. Puis les stationnements, on avait le bon nombre de stationnements. Fait que ça a été quand même assez facile pour l'arpenteur de diviser, puis qu'on a présenté le projet. Puis c'est ça. Mais moi, en même temps, je faisais une demande pour ajouter des logements. Fait que là, on n'avait pas tout à fait assez de terrain, mais on a demandé une dérogation mineure, puis ça a passé. Vu qu'on n'ajoutait pas de pieds carrés à la bâtisse, puis qu'on ajoutait au sol, ça réglait. Tu as dit qu'ils divisent les terrains aussi, là. Oui, moi, je pourrais te vendre une section de cette... C'est pas un ensemble immobilier? Non, parce c'est vraiment pas un ensemble immobilier. Si c'est un ensemble immobilier, là, ils vont le calculer comme un 30. Il faut vraiment qu'il soit séparé.
Souvent, peut-être des servitudes de passage qui peuvent se faire pour le stationnement. Effectivement, c'est ça. Il y a eu des servitudes de passage de fait, puis tout est fait en conséquence. Wow, ça c'est créatif, vraiment. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça permet de créer de l'équité instantanée. Oui, c'est ça. Bien, ça, j'avais essayé cette technique-là. Je voulais l'essayer avec un autre immeuble que finalement, on ne s'est pas entendu que le vendeur. Puis là, bien, on était sur le bord d'acheter cet autre immeuble-là de 16 logements qu'on transformait en 2-8. Puis finalement, il s'est présenté cette opportunité-là là, du 24 qui était vide. Là, fait qu'on a acheté celle-là à la place. Ça a été un bon coup. Puis quand tu parles de passer à plus gros, est-ce que c'est parce que l'optimisation, le levier est plus facile quand l'immeuble est plus gros? Il y a ça, puis aussi la gestion. À un moment donné, tu te promènes, si tu as tous des 6 logements, ça fait plusieurs toitures, ça fait plusieurs, il y a ça. Puis il y a aussi les locataires quand tu fais des visites. Moi j'essaie tout le temps d'optimiser tout ce qu'on fait. Fait que les visites, c'est batché. Nous, quand on fait des travaux, mettons, d'entretien, mes gars d'entretien, ils partent pas. Je vais aller réparer un screen là, puis réparer une valve à l'autre bout, puis tous les jours, ils partent disparates de même. Mettons, les demandes d'entretien rentrent, puis là, on batch en job, puis là, on part, mettons, 3 gars, puis là, on fait tout l'immeuble au complet. Puis les locataires sont avisés. Là. Nous, quand on passe, on est comme Vidéotron puis Belle. On va passer entre telle heure et quelle heure, puis on sait pas quand. Puis, si t'es là, si tu veux être là, t'es là. Si tu veux pas être, si tu peux pas être là, ben, demande à quelqu'un de ta famille. Là, parce que sinon, on va repasser la prochaine shot. Là. Ça peut être long. Fait qu'on batch vraiment nos jobs comme ça. Là. Ça nous permet de pas trop partir d'un bord puis de l'autre. Puis aussi, ben, ça te permet de savoir c'est quoi tu vas avoir besoin. Si exemple, je sais pas, moi, tel logement, tu as une valve à l'eau à changer, puis après ça, tu as un screen à une autre place, puis là, l'autre, son luminaire, il flash. Tu sais ce que tu vas avoir de besoin. Fait que ça te permet d'aller acheter tout le stock, puis après ça, on part, on fait la job. Là. Quand tu parles de développer ton équipe, justement, est-ce que ça a commencé un gars à la fois, deuxième, troisième, ou comment tu as commencé? Ça a commencé, ben là, c'est ça. Moi, au début, là, je faisais tout. Puis après ça, ben là, j'étais encore pas mal impliqué partout, là, honnêtement. Là. Ça, c'était un peu, on s'enligne. J'essaye de me libérer un peu plus. J'ai de la misère à avoir, souvent, on a de la misère des fois à avoir des gens qui pensent comme nous, que, des fois, quand tu touches le chantier, des fois, ça va bien, mais puis après ça, ben, t'es pas là, ça roule pas autant, là, surtout ceux qui sont dans la construction, là, vous savez un peu, là, Fait que, mais non, c'est ça, j'étais allé par étapes. Au début, je prenais beaucoup des gars au besoin. Mettons, j'avais des logements à faire, j'avais besoin d'une couple de gars, bien là, j'engageais un bout de temps, puis ils savaient, des fois, ils travaillaient ailleurs aussi. Ben moi, j'aurais du temps cette semaine, puis ils venaient, puis on y allait comme ça au début. Puis après ça, ben là, avec le temps, là j'ai des gars plus à temps plein. J'ai plusieurs logements qu'on est en train d'ajouter présentement, là, fait que j'ai des gros contrats. Mais je trouve ça intéressant que, justement, tu aies mis les 2 pieds dedans en premier. Parce que beaucoup de monde disent « Ah, moi, développer mon équipe, moi, faire telle équipe pour ça. » Ils ne feront jamais, ils ne commencent jamais parce qu'ils veulent développer leur équipe. C'est qu'à un moment donné, avant de choisir les bonnes personnes alentour de toi, c'est le fun de l'avoir fait. Ça te permet vraiment de choisir le monde. Oui, puis d'avoir aussi, c'est ça, c'est d'avoir les bonnes personnes en place. Des fois, tu penses à la bonne personne, puis c'est pas tout le temps la bonne personne en partant. Ça prend du temps. Puis à un moment donné aussi, c'est de savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai développé des méthodes, puis les gars, je veux qu'ils roulent sur ces méthodes-là. Des fois, ils m'amènent des améliorations. J'aime bien ça quand la personne s'implique, puis elle me dit « OK, oui, ici, on pourrait faire ça de même à la place, ça serait mieux. » Puis ça, j'aime bien ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est de développer l'équipe, là, ça se fait en avançant, bien, selon moi. Là, je pense pas que d'arriver avec une recette tout cuite, tout prête, là, ça ne doit pas être évident. Bien, c'était un peu ta philosophie au départ d'acheter, puis après ça, on va fixer, puis on va commencer. C'est ça. Tu te démènes. Je reviens un peu en arrière, Mike, dans l'histoire. Lâcher ta job, on parlait de peur tantôt. Oui. C'est une peur? C'est quand tu as pris cette décision-là? Oui, effectivement, oui, ça a été une peur pour moi parce que, tu sais, j'avais quand même une bonne job, tu sais, puis avec un bon salaire, puis ça faisait plusieurs années que j'étais là-dedans. J'avais été dans le domaine de la construction, mais j'ai été directeur des ventes pendant un bout de temps aussi pour des entreprises. Je démarrais,
j'étais spécialisé beaucoup en commerce à l'international. Moi, je faisais du développement de marché en Europe, aux États-Unis, pour des compagnies qui fabriquaient toutes sortes de produits, là, mais beaucoup dans le domaine du VTT, système de chenilles pour des VTT, des camions, des affaires de même. Ou le domaine de la motoneige, puis du récréatif. Là. Fait que j'ai été là-dedans. J'avais starté une compagnie aussi avec un de mes amis dans ça, que j'ai vendu mes parts à un de mes amis. Mais après ça, c'est ça. Fait que j'étais directeur des ventes, puis ma conjointe est enseignante. Fait que quand j'ai acheté le 24, j'avais... moi, l'été, c'est ça, l'été, c'était plus mollo à mon autre job. Fait que il me donnait congé, fait que je pouvais faire un peu de réno. J'avais commencé ça faisait quelques années que je faisais de la réno. Puis finalement, j'ai dit, c'est ça, fait que quand on a acheté le 24 logements, on a commencé à travailler là-dedans, puis tout ça. Puis là, mon patron me contacte, il me dit, là, on commence au mois de septembre. Il dit, t'es-tu prêt, là? Puis il m'avait clairement dit, si tu as d'autres projets, termine-les avant de t'en venir. Parce que là, ça commençait à être un petit peu plus difficile à l'emploi. Parce que là, le téléphone sonnait. J'avais des courtiers de PMML qui m'appelaient pour m'offrir des immeubles. Non, c'est vrai. J'avais toutes sortes de monde qui m'appelait. Puis là, les locataires, la location à travers ça. Puis là, l'emploi, là, dans ton cellulaire, il sonne tout le temps. Ça regarde jamais bien. Fait que, il m'avait averti. Fait qu'il me dit, fait qu'il m'avait dit, il faut que tu sois disponible pour nous autres. Là, fait que là, j'avais été le voir, j'ai dit, regarde, cette année, je ne pourrais pas être disponible pour vous autres. J'ai dit, fait que j'ai dit, je vais former quelqu'un pour prendre ma place. Puis, on a fait ça comme il faut. Là, puis, on a eu une belle entente. Puis, ça s'est bien terminé. Puis, tout le monde était bien content. Fait que, finalement, c'est ça. Fait que j'ai décidé de partir. Mais oui, ça a été une part où, je me suis questionné pas mal là-dessus. Puis, j'ai parlé avec, il y a Guy Demers, là, sûrement aussi que vous connaissez du club immobilier. Je parlais avec Guy, puis là, je disais à Guy, il me dit, ouais, mais dis-moi, il dit, tu es entrepreneur en construction. Il dit, le pire qui va arriver, c'est que tu iras faire des jobs pour d'autres, là, tu sais. Je dis, ouais, c'est vrai, hein, t'as bien raison, tu sais, j'ai dit. Fait que finalement, c'est ça. Fait que j'ai décidé de laisser l'emploi, puis honnêtement, j'ai jamais regretté. Ça a été la meilleure affaire parce que j'ai été capable de me concentrer vraiment sur ce que je voulais, qui était de développer mon parc immobilier, puis vraiment me lancer là-dedans. Puis j'avais aussi, c'est ça, fait que ça m'a permis de faire ça. Puis à travers ça, j'ai eu des offres aussi, de starter des entreprises avec d'autres en construction. Je m'étais fait approcher par... des gens qui voulaient starter une autre entreprise, eux autres en avaient déjà une, ils voulaient starter une autre division, vraiment plus en réno. Puis, c'est ça. J'ai réfléchi à ça, puis j'ai dit non. J'ai dit, regardez, là, si je me mets à... Tu peux pas te concentrer sur, plein de... Tu peux faire plein de choses, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu choisisses sur quoi tu te concentres. Puis, si tu te concentres sur quelque chose, ça va marcher. Là. Mais si tu commences à tirer un peu partout, à un moment donné... C'est ça. Tu t'es dit, bon, ben c'est là que je m'en vais. Il n'y a pas de... Avec les œillères un petit peu. C'est ça. Brûler le bateau en arrière. Je regarde, j'ai brûlé le bateau en arrière, c'est ça. Puis, oui, wow. Ouais, c'est ça. Une autre question, Mike, peut-être? Quand tu fais tes offres d'achat, tantôt, tu as dit que tu avais mis 100 000, tu avais fait ton offre d'achat de 100 000 de moins. Oui. T'étudies peut-être que j'aurais pu demander encore moins, ou comment tu t'y prends pour faire tes offres d'achat? Oui, effectivement, celle-là, je me suis dit, je m'aurais pu demander moins, mais c'était quand même un mot du bon deal. Fait que j'ai dit, on est allé avec ça. Moi, je suis plus du genre, j'ai l'approche un peu plus, je négocie avec le vendeur en partant. Je suis pas trop, tu sais, je dis, moi, je t'offre ça, mais à l'inspection, là, je n'irai pas de niaiser. T'sais, moi, je suis pas le gars qui va aller dire, à l'inspection, cette fenêtre-là, peut-être à changer ou des choses comme ça. Je fais un prix en partant que je pense qui est fair, puis j'explique pourquoi. Puis après ça, ben là, on part de là. Mais je ne suis pas trop... Quand mon offre est faite, là, ça peut arriver que des fois qu'on va l'augmenter, là, ou dépendamment de comment ça se passe, mais je ne suis pas... je ne retourne pas par après, là, après l'inspection, pour dire... c'est bon, ça. Tu développes une réputation de closer comme ça. J'aime pas ça, moi, c'est exactement, que ce soit les courtiers PML ou peu importe les courtiers. En sachant que quelqu'un rentre, tu sais, si tu t'entends avec lui, des fois, il y a une négociation qui est beaucoup plus difficile au départ, mais si tu t'entends avec lui, ben tu vas te rendre jusqu'au bout. Fait que c'est souvent la relation courtier
C'est de dire, écoute, le gars, il veut vraiment baisser, mais tu vas voir ton vendeur. Là, tu veux tordre le bras de ton vendeur un petit peu pour négocier en disant que c'est le bon acheteur, mais tu veux t'assurer qu'il close parce que si tu as tordu le bras trop fort puis le gars ne close pas, ta relation avec ton vendeur n'est plus là par la suite. C'est difficile d'aller récupérer ça. Fait que souvent, quand les courtiers ou les gens ont confiance que vous allez vraiment closer la transaction, là, bien, à ce moment-là, ils vont se forcer beaucoup plus pour aller tirer à couvert vers vous. Parce qu'en disant, bon, ben écoute, au moins, ça va à peine que je pousse du côté vendeur pour que quelqu'un comme Mike close à la fin. Et ça, c'est priceless. Là. Ça c'est vraiment développer une réputation comme ça. C'est important. Oui, puis c'est sûr. Puis aussi avec la relation avec tes courtiers. Tu travailles avec des courtiers, puis eux, ils savent que si tu fais un offre à ce prix-là, bien souvent, on s'assied et on s'explique. Mais il sait que tu vas mener à terme le projet puis que ça va bien aller. Puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça l'aide. Là. Fait que moi, c'est un peu la réputation que j'aime avoir. Puis c'est ça que j'essaie de garder aussi. Quand on fait une offre, c'est bien rare après qu'on va rebaisser le prix. À moins d'un problème majeur, là, c'est ça, tu t'arrives, tu découvres qu'il y a contamination du sol, bien là, ça se peut que ça baisse, là, ou, c'est ça. Puis les prix que tu fais, est-ce que c'est en fonction d'une valeur économique, en fonction du marché, en fonction de ton feeling? Ça dépend tout le temps. Là, moi, ça me dérange pas des fois de payer un peu plus cher pour un immeuble si je sais que le potentiel est là. Fait que moi, quand je regarde un immeuble, moi, je suis pas vraiment le type d'acheteur qui va acheter un immeuble là, tout fait. Peut-être éventuellement, je vais le faire, là, mais pour d'arriver et dire moi, j'achète des problèmes ou des rénaux. C'est ça mon créneau. Fait que, tu m'arrives avec un immeuble qui est déjà optimisé. Pour moi, il n'est pas super intéressant. À moins que j'aie bien des liquidités et que je dis, bon, OK, je vais en placer un peu, puis je vais capitaliser dessus. Là. Mais moi, j'essaie tout le temps, en dedans de 6 mois, 1 an, là, je veux récupérer mes billes puis d'en faire. Fait que je vais choisir mes combats. Là, mais je vais aller vraiment... mais c'est sûr, excuse-moi, j'ai dérivé de ta question, là, mais c'était... Bien, si tu avais tu te fiais des valeurs économiques, valeurs marchandes, quoi que ce soit. Bien, c'est sûr que je vais regarder, je vais regarder les calculs beaucoup. Là. Moi, je suis vraiment un gars de chiffres. Là. Je vais regarder vraiment la valeur économique, je vais regarder la valeur marchande, je vais regarder le secteur, puis tout ça. Je vais regarder beaucoup le potentiel que je suis capable d'aller chercher. Puis, je suis capable de dire à peu près à 100$ près là, comment l'évaluation va sortir. Là. On joue ce game-là. Là. Moi, mon évaluateur, souvent, là, je l'appelle, j'ai dit, OK, cet immeuble-là, là, évalue-moi là, puis après ça, bon, je l'appelle, je dis, bon, OK, moi, je dis que ça vaut à peu près tant, puis il me sort ses chiffres, puis on est tout le temps bien proche. Ah oui, on est souvent bien proche. Mais, c'est parce que j'aime bien ça, fait que... Puis après ça, bien là, c'est ça. Là, après ça, je regarde vraiment qu'est-ce que je peux faire pour optimiser cet immeuble-là, puis aller chercher plus avec ça. Là. Donc, c'est vraiment le potentiel que l'immeuble peut avoir. Oui, je regarde le potentiel, c'est ça. C'est ça. Le prix de vente, le prix affiché, c'est le prix affiché. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il va se vendre à ce prix-là. Là. J'ai vu des immeubles se vendre pas mal moins cher que le prix affiché. Là, justement, les gens font beaucoup l'erreur de faire des calculs sur les prix affichés. Non, c'est ça. C'est vraiment... en fait, moi, je trouve qu'un investisseur d'expérience, un vrai investisseur, ne regardera jamais le prix affiché. Il va regarder les revenus, les dépenses, son revenu net, puis à partir du revenu net, puis du potentiel et tout ça, va faire son offre. Prix affiché, bon, c'est un point de départ. Là. Mais souvent, les gens, c'est qu'ils vont passer à travers tous les immeubles qui sont disponibles sur Centris, puis ils vont faire 60 immeubles, ils vont analyser 60 immeubles sans faire d'offre d'achat, mais tu ne sais pas sur quoi tu te bases, tu sais. Puis on reste surpris, puis l'exemple, tu l'as dit d'entrée de jeu, le premier immeuble, je pense que tu as fait 100 000 $ de moins, puis ils l'ont accepté. Mais s'il aurait été sur son tableur, puis juste de faire sur le prix demandé, peut-être que les chiffres ne fonctionnaient pas. Bon, je vais l'essayer. Ça fonctionne. Parce que le tableur, c'est bien beau, c'est le fun. Moi, je l'utilise. J'utilise encore, je regarde les calculs comme tout le monde, mais c'est vraiment, je vais vraiment avec, je la fais pareil là. Des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui rentrent plus haut que moi, mais souvent, après l'inspection, ils vont le rebaisser, ou l'offre tombe, mais je me fais rappeler après. Ça arrive. As-tu déjà eu à racheter des baux? T'sais, quand tu t'optimises, tu t'aperçois que les logements sont loués vraiment pas chers.
Oui, bien ça, utilises cette technique-là? Honnêtement, j'ai pas eu besoin de racheter beaucoup de baux. Mais c'est quelque chose nous autres, quand on rentre là, dans un immeuble, on rentre en force. Là. On n'est pas... moi, je pense pas d'arriver là-bas avec des gros bras, là, puis on fout tout le monde dehors. Là. C'est pas ma technique. Là. Mais quand on commence, on a tout le temps tendance à vouloir un peu faire ça. OK, lui, il va partir. Puis, mais des fois, c'est bien plus d'aller négocier avec eux autres. J'ai souvent, là, j'ai des logements que j'ai augmenté 300-400$ par mois, mais tu rentres là, tu parles à la personne, tu te dis, bon, OK, tu ne dois pas être heureux, ton logement, il est délabré. Nous autres, on peut te l'améliorer, on va faire ça. Souvent, on rentre dans l'immeuble, puis on les rencontre. Je les rencontre un par un. On se rencontre à la table de même, là, puis je dis, bon, regarde tout, c'est quoi que tu aimerais dans ton logement qu'on fasse? T'sais? Puis là, bon, OK, tu veux des planchers neufs, tes armoires, tu les aimes pas, ça, fait qu'on fait une liste. Je dis, bon, OK, je vais t'en revenir avec ça. Puis là, ben je reviens, je dis, ben, regarde, ça va coûter, moi, je dis, ça va me coûter tant, mettons, je sais pas, ça coûte 3 000 faire les rénaux, exemple, puis dans ton logement. Là, bien, souvent, je divise ça par 24, 2 ans. Je dis, il faut que je l'amortisse sur 2 ans. Fait que je dis, regarde, c'est une augmentation de temps par année. Fait que, tu le veux-tu, tu le veux pas. Sinon, bien, tu vas probablement être obligé de quitter parce que nous, on veut remettre l'immeuble à l'ordre. Fait que, au pire, on va te donner un mois de loyer pour payer ton déménagement. Là, ça, c'est pas mal le plus que je suis allé. Là, mais des gens qui achètent des baux là, à comme 1000 $ par mois, là, pas 1000, ils rachètent des baux, là, ils rachètent tout le monde. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu besoin. Parce que souvent, ils acceptent. Ça resterait surpris. Là, mais quand il y en a un qui n'accepte pas, il n'accepte pas. Oui. Mais là, des fois, tu es obligé d'en tolérer une coupe un peu plus longtemps de même. C'est ça. Il va toujours avoir des irréductibles. Là. Ouais. Mais c'est quand même intéressant. Si tu fais 3 000, tu divises par 24 mois, ça fait un peu plus que 100 $ par mois. C'est ça. Puis 100 $ par mois, fois 12, ça donne 1200 fois 20 fois le net. C'est ça. C'est 20 000. C'est ça. Fait que c'est quand même incroyable. Sur 24 logements, mais non, mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est un peu la technique que j'utilise. Vraiment plus côté négociation avec eux autres. Je vais aller m'asseoir avec eux autres, puis c'est surprenant. Là. Les gens, tu sais, ils veulent pas. Tu sais, des fois, tu prends des logements, les tapis sont dégueulasses. Tu sais, c'est pas vivable. Les armoires tout jaunies, tout ça, puis c'est ça. Fait que souvent, ils disent oui, puis ils veulent rester dans ce secteur-là où, ils ont, je sais pas, ils ont un attachement à ce logement-là, puis bien souvent, ils acceptent. La conversion électrique, c'est un peu la même chose que tu fais, ou comment tu t'y prends pour négocier avec les locataires? La conversion électrique, bien là, il y a quelques techniques. Là. Moi, je n'ai pas fait bien, honnêtement, là, de conversion électrique, chauffage électrique. Mes immeubles que j'ai là sont tous électriques. J'avais regardé, par exemple, un deal que je regardais justement qu'on était pour en faire une. J'aurais un peu la même approche, d'aller négocier avec eux autres. Tu prends le chauffage, on va te donner quelque chose en échange. Là, fait que c'était un peu ça l'approche que j'avais avec ça. C'est d'aller... tu y offres Internet. D'ailleurs, je vous invite à écouter la capsule de moi et JP avec Jean-François Picard. Je pense qu'il en parle beaucoup, là, pas mal. Là. Jean-François vraiment... le connaît bien, c'est ça. Là, lui, c'est sa spécialité. Oh, exact. Il sait où il s'en va quand il rentre dans un immeuble. Bien en fait, lui, il a sa compagnie électrique. Donc, tu as parlé d'Internet, entre autres, on fait des services. Est-ce que tu as commencé à ajouter des services? Moi, j'ajoute Internet à tous mes immeubles. On fait nous autres mêmes. On le file, on met vraiment les bornes, ce qu'ils vendent là, comme il y a des compagnies qui le font. Là. On fait exactement la même affaire, mais nous autres, on fait tout. C'est nous autres qui gèrent le réseau puis tout. Maintenant aussi, ce qui est nouveau là, cette année, c'est qu'on met les caméras partout. Toutes les aires communes, toutes les à l'extérieur, puis tout ça, on en met vraiment partout. Là. Fait que là, quand il arrive des choses, on sait un petit peu. Ça me permet aussi de voir les femmes de ménage font-tu le ménage. Non, mais c'est niaiseux, mais on se déplace pas pour rien. Là.
on fait, tu sais, le gars qui t'a laissé son vieux matelas tout défait sur le bord de la benne à vidange, ben, tu sais c'est qui, tu peux l'appeler et dire « Hey, va ramasser ton matelas. » Non, mais au lieu d'envoyer un de mes gars le ramasser, tu sais, c'est... Fait que donc, tu fais, mettons, tu le fais toi-même, OK? Fait Oui. que soit les caméras de sécurité, l'Internet. Comment tu t'approches les locataires avec ça? Est-ce que tu vas... souvent, on les approche, puis là, ben, il y a un frais supplémentaire. Fait que, on les offre un frais supplémentaire, mais nous autres, on l'inclut à le bail. Fait que, puis souvent, l'augmentation qu'ils ont, c'est beaucoup moins que qu'est-ce que ça lui coûte. Fait que souvent, là, ils acceptent d'emblée. C'est rare, une fois de temps en temps, on en a un qui ne veut pas. Là. Mais là, j'ai vu un post m'en est passé dans un groupe, puis ça a l'air qu'il y aurait jurisprudence là, sur que si, mettons, tous tes locataires sauf un qui acceptent, ou je sais pas, tu as 90 des locataires qui acceptent, puis l'autre 10 n'acceptent pas, bien à la reconduction de bail, tu peux les forcer à le prendre. Là. Fait que ça, je ne l'ai jamais fait, là, mais ça a l'air que ça se fait. Et Mike, tu dis que tu l'inclus dans les baux. Oui. Est-ce que c'est pour une raison de financement que tu fais ça? L'Internet, ça? Que tu l'inclus Il dans est le inclus dans le loyer. Mais dans le sens que tu ne fais pas une annexe pour ne pas avoir la dépense au financement? Bien, la dépense, ça ne coûte pas grand-chose, là, parce qu'une connexion Internet pour tout l'immeuble, ça coûte 100 $ par mois. C'est rien. C'est pas une question de financement que tu... Non, c'est pas une question de financement. C'est vraiment parce que la raison qu'on l'inclut dans le beau, c'est parce que tu n'as pas le droit de le revendre, l'Internet. Tu peux le fournir, mais tu n'as pas le droit de le vendre. T'sais? Parce que tu n'es pas un revendeur. Mais de toute façon, indirectement, ça va toucher le financement parce que je ne sais pas combien tu charges, exemple, par mois. Bon, ça dépend. Là. C'est sûr que c'est Okay, du cas par cas. Là, mais on peut attendre, OK, avant de donner les détails. D'un coup, le locataire t'écouterait. Il ne paye peut-être pas le même prix que sa gang. Il y en a peut-être qui l'ont moins cher que d'autres. OK, on regarde la picture. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Yes. Moi, je trouve ça intéressant, les gens qui investissent en couple comme Pat et Sonat, puis je voudrais savoir ce que ta blonde apporte de positif à votre partenariat. Bien, ma blonde, elle apporte beaucoup de positif à notre partenariat parce que, tu sais, elle me supporte depuis le début. Là, nous autres, on a eu toutes sortes de choses à travers ça. Là, on a eu 2 enfants à travers ces achats d'immeubles-là. Tu me connais un petit peu, mon plus vieux a 3 ans, puis mon autre a eu 2 ans et demi. Fait que, tu sais, moi, j'ai des photos. Là, ma blonde elle est enceinte, on est en train de rénover des immeubles. Puis, tu sais, après ça, bien, elle sort de l'hôpital avec la coquille. Les 2 fois que ma blonde a accouché, on négociait des immeubles à l'hôpital. Là, fait que, c'était vraiment... Fait que là, les gars, vous savez quand est-ce l'appeler, OK? La couche, quand est-ce que ça va à l'hôpital, parfait. Mais c'est drôle, mais comme l'histoire du 24 logements, ma blonde... elle avait eu un stripping, puis on savait qu'elle allait accoucher le lendemain, tu sais. Puis là, moi, j'appelle le courtier le soir même. J'étais avec ma blonde, on est assis, puis là, on sait qu'elle va accoucher le lendemain, tu sais. Je dis, je vais l'appeler, je l'appelle, je dis, je vais t'envoyer un offre à soir, tu sais. Puis là, le lendemain, on se parlait, elle était à l'hôpital, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Nous autres, fait que, mais tu sais, on a des photos là, dans les logements. Avant que ce soit fait, on visite les logements, puis on regarde c'est quoi les travaux qu'on va faire, puis le bébé dans la coquille, puis, tu sais. Fait que, non, elle apporte beaucoup de positifs parce que, justement, elle me supporte, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui ferait ça, tu sais. Je parle souvent avec des investisseurs qui me disent « Ah, moi, ma blonde, elle veut rien savoir », puis tout ça. Moi, je pense que c'est important, tu sais, en couple, d'être capable de... Créer une chimie. Oui, bien, c'est que, tu sais, elle participe pas autant, tu sais, je te dirais, au niveau, tu sais, des rénaux, tout ça, mais, tu sais, elle est là, tu sais, elle est là pour me supporter, bien, elle est là pour moi, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas tout le temps facile, là. Tu sais, ça a l'air bien beau, là. Ça a l'air bien beau quand on raconte des affaires comme ça, là, mais, tu sais, c'est pas tout le temps facile, là. Des fois, c'est stressant, puis... C'est important parce que, justement, quand tu as le conjoint qui supporte, c'est que, il y a un imprévu le samedi, puis tu devais aller faire telle activité. Et là, tu n'as pas le choix, il faut que tu te rendes à l'immeuble parce que tu as un dégât d'eau ou X raison. Bien, tu sais, quand tu es ensemble dans le partenariat, même s'il y en a un qui est physiquement qui se déplace, si les deux sont dans l'investissement, l'autre peut plus facilement comprendre. C'est ça. C'est ça. Parce que moi, les vacances, je les ai ruinées une couple de fois. Mais non, c'est ça. Ça fait partie de ça. Puis non, c'est bien important. Si ton conjoint ne te suit pas là-dedans, ça doit être très difficile. Très difficile. J'en connais, là. Mais, tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un
qui tu peux parler, tu sais. Ben, tu le sais, des fois, on se rencontre, des masterminds avec des gens qui sont en immobilier. Fait que ça nous permet de parler de nos problèmes puis de ce qu'on vit. Puis c'est pour ça qu'on va à des fêtes de semaine, là, comme des voyages, des choses comme ça. C'est ça, ça nous permet de parler avec d'autres qui savent exactement ce qu'on vit, parce que la plupart des gens qui ne sont pas là-dedans n'ont aucune idée. Là. Tu parles de mastermind. Est-ce que tu as fait des masterminds? Est-ce que tu fais partie de ça? Oui, j'en ai fait une coupe. On a essayé d'en partir une couple de fois. Là, présentement, c'est un peu plus comme une fois de temps en temps, tu sais, j'en ai un qui me dit « Hey, tu viendrais-tu avec nous autres? » Là, tu sais, je n'ai pas de groupe en particulier, je suis tout le temps avec eux autres. Là. Mais c'est ça, c'est tout le temps le fun de pouvoir jaser avec différentes personnes. Des fois, c'est différents points de vue, tu sais, puis tu amènes d'autres choses que tu n'avais peut-être pas vues avant. Selon toi, c'est quoi la plus grande qualité d'un investisseur immobilier, selon toi, avec ton parcours que tu as aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est la ténacité. Oui, tenace. Parce que si tu n'es pas tenace, tu vas en échapper. Des fois, c'est vraiment... Nous autres, il y a des transactions qu'on pensait dire crème, on va-tu finir par régler ça? Puis, tu sais, des fois, c'est long, des fois, c'est pas facile. Des fois, avec les vendeurs sont difficiles, ou des fois, c'est le financement, c'est long. Fait que c'est ça. Fait que je pense que la ténacité, c'est vraiment important. Puis, je renvoie la question, c'est quoi le plus grand défaut qu'un investisseur peut avoir maintenant? Le plus grand défaut, je te dirais, c'est Je dirais c'est de prendre ça pour acquis, prendre pour acquis qu'il est capable de tout faire lui-même, là, puis pas s'entourer des bonnes personnes, c'est ça. Prendre les autres pour acquis. Après 2-3 belles transactions, ils pensent qu'il n'y a plus rien qui va l'arrêter. C'est ça. De plus rester aussi vigilant. C'est ça, rester vigilant, puis c'est ça que je veux dire par ça. Ouais. J'aurais une question qui va dans le même sens un peu. Avec ton parcours que tu as eu, tu as sûrement un mindset qui s'est développé. Puis si, mettons, tu rencontres des jeunes comme nous qui voudraient acheter 150 logements, mettons, dans le futur proche, c'est quoi le mindset que toi, tu vois que ces investisseurs-là devraient avoir? T'sais? Bien, tu sais, il faut que tu aies vraiment un mindset de voir grand. Puis, tu sais, moi, je vais te dire quelque chose qui m'a été dit par un de mes amis, Charles-André Follum, pour ne pas le nommer, que lui, il avait entendu d'un autre investisseur qui était en parlant avec Patrice à la Semaine des millionnaires à un moment donné, puis ça m'a toujours resté dans la tête un coup qu'il me l'a dit. C'est que moi, à ce temps, quand je regarde une transaction, je regarde puis je me dis, comment que je peux faire 1 million avec ça? Maintenant, c'est ça. Peut-être que plus tard, ça va être 1 milliard, tu sais. Mais quand je regarde la transaction, je regarde ça, je me dis, bon, OK, comment je peux faire 1 million avec ça? Puis, je fonce vers ces transactions-là. Parce que, tu sais, peut-être que je ne ferai pas 1 million, peut-être que je vais faire 800 000 ou 600 000. Mais tu sais, c'est ça l'objectif, c'est de mettre la barre plus haute, tu sais. Des fois, on se limite trop, on se dit, bien là, attends un peu, là, tu sais, je ne suis pas capable d'acheter un 24 logements, tu sais, je vais me contenter d'un petit 6. Mais c'est encore drôle parce que c'est quasiment plus facile, des fois, acheter les plus gros qu'acheter plus petits. Absolument. Puis tu amènes un bon point, c'est qu'à un moment donné aussi, tu te mets dans une position comme comment je peux faire 1 million, automatiquement, tu enlèves 80 du bruit alentour de toi. Là. Fait que, puis quand tu focuses vraiment là-dessus, à un moment donné, ce qu'il va faire, c'est que là, il y a des deals qui vont apparaître, puis ça va vraiment se présenter comme ça, ou qu'il va y avoir des opportunités de faire beaucoup d'argent. Beaucoup plus que ce que tu es habitué de faire, juste parce que c'est ça ton mindset maintenant, c'est ça que je cherche. Et soudainement, quand tu commences à focuser sur quelque chose, ça arrive. Oui, non, c'est ça, c'est drôle, ça arrive comme un peu par magie, là. Tu sais, tu l'attires, c'est vraiment ça. Moi, je crois vraiment en tout ce qui est loi d'attraction, le mindset, puis tout ça, puis je suis vraiment... Tu sais, moi, j'ai enregistré des audios, j'écoutais ça la nuit pendant que je dormais, là, j'étais assez... avec, tu sais, des l'autosuggestion. L'autosuggestion? Oui, de l'autosuggestion avec des brainwaves dans le tétra mélangés à travers, là, puis tu sais, la méditation, puis tout le kit. Là. Mais ça fonctionne? Ah, ça fonctionne. Bon, ça, il n'y a aucun doute, ça fonctionne. Puis c'est ça, c'est vraiment d'arriver puis de changer un peu le mindset, puis de dire, ben OK, attends un peu, là, puis là, c'est ça. Fait que quand j'ai commencé vraiment, ça se fait par étapes, ça se fait graduellement. À un moment donné, il faut que tu sois à l'aise. Comme je disais tantôt, la première transaction qu'on a offert, le premier bloc qu'on a offert un peu plus d'1 million dessus, je pense que c'était 1 200 000.
on shakeait sur la table quand on a signé, tu sais. Mais à cette heure, tu sais, bon, OK, 5 millions, pas de problème, tu sais. Ça vient ça vient tout seul, à un moment donné, tu sais. Merci. Puis côté gestion, je sais que tu as ton équipe, tout ça, mais côté gestion, est-ce que tu fais tout par toi-même ou tu commences à avoir une équipe? Là, au niveau de la gestion, on a quand même, je faisais beaucoup moi-même. On a beaucoup on a agrandi. J'ai une adjointe maintenant. On l'appelle l'adjointe virtuelle. Elle est virtuelle, mais elle ne l'est pas tant, là, parce que des fois, elle vient au bureau. Mais elle travaille à partir de chez eux 90 du temps, même 95. Puis, c'est ça. Ça, c'est quand on est revenu de la Semaine des millionnaires l'année dernière. Ça, c'était une des priorités. Nous autres, la gestion, on voulait se libérer le plus possible. Fait que moi, je suis beaucoup dans l'automatisation. C'est pour ça que, tu sais, Charles-André, c'est un de mes bons amis. On parle souvent de trucs comme ça. Puis moi, tout ce qui est automatisation, je tripe pas mal là-dessus. Fait que j'en fais beaucoup. Un peu comme Patrice, je me suis monté un CRM vraiment là, assez élaboré pour tout ce qui est de la gestion. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires, moi, qui se traitent automatiques. Tu sais, les demandes des locataires rentrent, puis c'est ça, on essaie d'optimiser vraiment le plus possible. Quand les demandes, mettons, rentrent, on regarde, tu sais, c'est bon, OK, ça cette type de demande-là, ça rentre souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser ça, pour que ça se règle tout seul, tu sais, qu'on n'ait pas besoin de... Fait que c'est ça. Je pense qu'un jour, je vais faire une vidéo avec toi puis Charles ensemble. Toi puis Charles-André. On va parler d'automatisation des processus, des demandes. Juste ça vaudrait la peine. Ça va être long. Ouais. Non, c'est ça. Fait qu'on a, c'est ça, on a les deux, des fois, des différentes approches un petit peu là-dessus. Fait que ça, on se parle une fois de temps en temps. Puis lui, il me dit des choses. Puis, ça, c'est pas pire. Fait qu'on échange beaucoup là-dessus. Puis, mais c'est ça. Moi, je pousse ça quand même assez loin. Là. Mettons, dans nos immeubles, moi, le gars, il change une valve à l'eau. Bien, il prend une photo de la valve. On sait exactement dans cet immeuble-là, ce type d'immeuble-là, c'est tel type de valve. Fait que si quelqu'un m'appelle et me dit « Hey, j'ai une valve qui coule », bien, si dans notre inventaire, on ne l'a pas, bien, on en regarde dans nos données, puis on sait exactement c'est à laquelle que ça prend. Fait qu'on peut les commander, on commande en ligne, tu sais. Fait qu'on garde vraiment un inventaire là, de... les clés des boîtes aux lettres, on sait exactement c'est tel numéro de clé. Fait que, si j'envoie un gars chercher une clé, j'ai dit c'est tel numéro. J'ai même pas besoin d'aller à l'immeuble. Good. Est-ce que ouais, personne a des questions? C'était quoi tes buts là, avant de commencer? C'était quoi ton objectif puis le but d'aujourd'hui? Moi, dans le fond, au début, à la base, là, c'est ça, ma conjointe, quand j'ai commencé, puis là, j'ai quand même eu un parcours, parce que, tu sais, il y a eu toute une période aussi où j'ai perdu beaucoup de poids, parce que je me suis mis à m'entraîner, parce que ma conjointe était tombée enceinte. Puis moi, mon père est décédé, j'étais jeune, puis, tu sais, il m'a laissé un beau bagage, là, mon père, là, il était entrepreneur, il m'a montré tout ça, mais tu sais, on n'avait pas... on n'a pas beaucoup de sous, tu sais. Fait que c'était vraiment... lui, moi, quand ma blonde est tombée enceinte, j'étais comme, crème, là, il faut que je fasse de quoi, là, tu sais. Mes enfants, si je décède, ils n'auront rien, tu sais. Fait que c'était ça un peu à la base qui m'a poussé vraiment à faire ça. Puis je m'étais dit, bon, OK, peut-être je peux m'acheter un quadruplex, un couple d'immeubles. Là, tu sais, dans 25-30 ans, ça va être payé. Fait que là, tu sais, ils pourront avoir ça plus tard, tu sais. C'était ça, à la base. Mais là, c'est ça, vu que j'étais un excessif, bien là, ça a comme ça a pris de l'envergure assez vite, mettons. Fait que c'est ça. Fait que je suis parti comme ça. C'était ça au début, là, ma motivation première. Puis là, ben, après une couple de transactions, je disais, hey, c'est le fun, ça. Fait que non, c'est ça. C'est de même que ça a commencé. Puis je relance la question, tu vas t'arrêter où? Où est-ce que je vais m'arrêter? Bien, honnêtement, je ne me mets pas de barème au niveau de où est-ce que je vais m'arrêter. Je me mets plus des objectifs, tu sais, je vais mettre des objectifs sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Puis après ça, bien, tu sais, je vois un peu où ça continue. Tu sais, comme là, on a commencé cette année, on a revendu des plus petits immeubles, tu sais, parce qu'on se concentre sur plus gros, tu sais. Mais je pense pas que sauter des étapes, tu sais, je dis pas d'acheter tous des gros, achetez-vous tous des 64 logements, c'est ceux qui commencent, là. Ce soir, là, tu sais, faut y aller par étapes aussi. Parce que moi, c'était une stratégie que j'avais, c'était en partant,
C'est pour ça que j'ai acheté 3 immeubles dans mon coaching. Puis au début, j'avais des plus petits immeubles aussi. Parce que je savais très bien que si je voulais me faire financer par la banque, il fallait que je démontre que j'étais capable de gérer des immeubles. Fait que là, tu sais, on a acheté un 6 qu'on a converti en 7. Après ça, on a acheté un duplex puis un quadruplex. Là, on tombait comme à 12. Fait que, tu sais, c'était... On est allé par étapes, pareil. On est allé vite, mais par étapes. Fait que on était capable de démontrer qu'on était capable de s'occuper de ça. Tu sais, d'arriver et de dire... quelqu'un qui n'a pas d'immeuble, mettons qu'il a bien des liquidités, il achète un 64 en logement, en partant, puis il dit « je vais faire la gestion ». Il risque de te demander de le donner en gestion. Là, fait que c'est ça. C'est pas brûler les étapes non plus, mais il y a toujours moyen d'aller quand même assez rapidement là-dedans là, pour quelqu'un qui veut, là, selon moi. Mais pour revenir à la question, c'était vraiment... je ne me suis pas trop mis de limite. Là. Cette année, on a d'autres projets. On regarde un peu commercial aussi. Construction neuve, fait que c'est des affaires qu'on regarde, des affaires qui s'en viennent. Toi, quand tu comptes un immeuble, avant de faire ton offre d'achat, quand tu comptes tous tes ratios, c'est quoi le cash flow que tu vises à la fin du mois par appartement? Souvent, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas si tu as une technique. C'est sûr que je regarde, j'ai un certain cash flow que je vise par appartement, sauf que, tu sais, ça dépend tout le temps du potentiel. Si je la regarde finie ou, tu sais, ça dépend, c'est du cas par cas. Des fois, avant la rénovation, y a-t-il un minimum que tu vises? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça dépend vraiment du potentiel. S'il y a un gros potentiel, puis que, tu sais, le cash flow avant rénovation, il n'est pas là, ça arrive des fois, là, tu sais, que tu fais juste tes frais pour commencer, puis après ça, bien, un coup, tu l'as optimisé, tu es capable d'aller chercher des gros refinancements ou bien des liquidités. Je connais plus que le potentiel d'optimisation est là. Ça veut dire plus que le problème est gros présentement dans l'immeuble. Souvent, les gens vont acheter des déficit. Puis bon, c'est sûr qu'ils ont un plan là, dans quelques mois de remonter ça, mais il y a une raison pourquoi que l'immeuble a un grand potentiel à exploiter. C'est parce qu'il est mal géré présentement. C'est un problème, il est mal géré sur une entreprise, l'immeuble, qui est mal géré. Ce qui est difficile, c'est quand... parce qu'au niveau du financement, maintenant, la façon dont ça fonctionne, avec les ratios de couverture de dette, tout ça, des fois, tu te regardes un immeuble, tu dis, OK, bon, OK, je vais offrir tant, mais là, il ne passe pas dans les ratios, tu sais. Fait que ça arrive des fois qu'on est obligé de mettre 30 de mise de fonds au lieu de 25 là, en conventionnel. Ça devient important quand il n'y a pas d'amélioration à faire, il devient plus important parce que c'est là que... C'est pour ça que je me garde plus sur le neuf. Non, c'est ça. Dans le neuf, c'est pas pareil. Mais dans le... Il faut faire attention quand même, parce que là, on remarque présentement, dans le neuf, il y a quand même des beaux projets d'optimisation. Oui. Souvent, un produit neuf, pour aller chercher le financement, mettons, sur 50 logements, le contracteur va louer ses 20 premiers logements ou 10 premiers logements, exemple, des 4,5, il va louer à 1 200 $. Et là, plus qu'avance, ensuite, il va louer à 1 300, 1 400, puis les 10 derniers du même immeuble sont loués à 1 500, alors que les premiers ont été loués à 1 200. Puis on le voit vraiment souvent, là. Et donc ça peut être intéressant aussi pour quelqu'un qui est justement un bon gestionnaire, qui ne veut pas faire de rénovation, de s'en aller directement dans des immeubles qui ont ce cas-là. Fait que souvent, d'aller chercher l'écart type d'un loyer sur des immeubles neufs peut vous donner un bon indice. Bien sûr, regardez la grandeur, au niveau de quel étage sont les logements, là, puis ça va vous donner un bon indice. En plus, dans le neuf, tu sais, la première année, on peut augmenter le loyer. Les 5 premières années, oui, c'est ça. C'est ça, un peu comme on veut. Fait que ça peut devenir intéressant aussi. Là. Ah non, j'ai une coupe de neuf qu'on regarde là, justement pour faire ce type de transaction-là. Puis les dépenses, c'est sûr que dans les dépenses, c'est difficile dans le neuf. Quelqu'un qui aime ça exploiter les dépenses pour optimiser, c'est un peu difficile. Mais de l'autre côté, comme sur les revenus, les services, souvent les contracteurs vont l'avoir loué, mais il n'y a pas nécessairement tous les services, Internet et compagnie qui peuvent être ajoutés à ça. C'est un SMS supplémentaire ou il y a toutes sortes de choses. Tu n'as pas trop de troubles non plus à l'interne. À long terme, tes toitures, tout est neuf aussi. C'est faut que tu comptes ça dans tes calculs. C'est ça. Je sais qu'au début du marché, là, présentement, sur le neuf, on voit pas mal plus de gens qui vont optimiser du neuf. Au départ, c'était plus difficile, là, mais on le voit dans les dernières années, les 2 dernières années, que ça commence vraiment à arriver. Et on voit qu'il y a vraiment des beaux projets présentement qui se font, ou que le contracteur, là, juste pour en construire d'autres, il loue rapidement les logements. Ouais, des fois, je pense qu'il loue moins cher. Puis quand ils revendent l'immeuble, c'est là que des fois, on a la chance d'augmenter.
c'est un peu ça, je pense, parce qu'ils veulent le remplir pour que ça coupe les dépenses. Puis souvent, les 2 premières années, en tout cas, je l'ai vécu. J'ai acheté un immeuble. Donc, c'est ça ce que je dis, dire qu'il y a un potentiel. C'est vrai ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Puis après ça, on remonte nos loyers. Puis on sait que dans 3-4 ans, on pourrait même refinancer l'immeuble, aller chercher. Ça, c'est un autre point dans le neuf qui est intéressant, c'est que les conditions de financement sont exceptionnelles présentement. Parce qu'on peut financer le neuf sur 40 ans. Et étant donné que le taux d'intérêt pour le 5 ans et le 10 ans est à peine 10 points, là, vous pouvez me confirmer? Pas grand-chose, ouais. Il y a 0,10 de différence. Ce qui fait que, habituellement, quelqu'un qui achète un immeuble neuf a au moins une horizon de 10 ans. Fait que beaucoup de gens vont prendre un terme de 10 ans. Donc, automatiquement, le ratio de couverture de dette va baisser à 1,20 au lieu de 1,3. Ce qui fait que, amorti sur 40 ans à 1,20, avec les conditions des taux d'intérêt d'aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'on peut aller chercher comme plus-value au niveau du financement. Le taux de rendement interne est bon. Absolument. Ah, c'est ça que vous faites présentement, OK. Est-ce que tu prévois, Mike, que ta conjointe te rejoigne pour être ton agente virtuelle ou dans le futur? Ma conjointe, elle travaille avec nous, là, souvent, c'est parce que c'est ça, elle a encore son emploi. Parce que, tu sais, c'est sûr que présentement, elle aime encore ça, beaucoup son travail. Fait que, tu sais, elle est encore bien là-dedans. Puis quand elle va être prête, elle va venir nous rejoindre à temps plein, là. J'en ai parlé encore cette semaine. Là, mais c'est ça, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça le problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a le choix d'aller travailler ou pas. Oui, bien là, c'est ça. Des fois, elle bénéficie d'allègement de tâches. Ou, elle va c'est ça. On a peut-être la tête pour avoir peut-être 2 ou 3 questions encore. Donc... J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été bénéfique d'avoir un coaching avec Ré Vincent pour ta carrière? Bien, comme je disais, moi, c'est vraiment au niveau du mindset. Je pense que je me mettais des limites un peu, tu sais, sur vraiment, moi, c'était plus au niveau de l'argent, tu sais, je voyais ça, tu sais, crème, c'est gros, tu sais, puis c'est ça, je pense que, tu sais, ça m'a aidé vraiment beaucoup à ce niveau-là. Puis après ça, aussi... un peu pour tout en général. Là, tu sais, à un moment donné, ça te permet de... Moi, je fais beaucoup de formations, tu sais, j'essaie tout le temps de m'améliorer, c'est ça. Puis, je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de podcasts, comme vous faites, tu sais, ces choses-là. Fait que, tu sais, j'écoute pas de télé normale, là, tu sais, c'est vraiment... J'ai banni certaines choses de ma vie, tu sais, les personnes... non, vraiment pas. Les personnes toxiques autour de moi, tu sais, j'ai fait un ménage pas mal là, dans mes débuts. Puis, c'est ça, fait que les coachings avec Ray ou même avec tous les coachs que j'ai eus, là, je dirais que ça a été vraiment bénéfique parce que, justement, ça a été de changer vraiment. J'ai changé beaucoup là, dans les dernières années par rapport à ça. Oui, ça. C'est intéressant parce que souvent, les gens vont commencer des coachings pour aller apprendre des formations immobilières. Puis après quelques mois de coaching, ils se rendent compte que c'est le réseau et le mindset qui fait la différence et non pas les connaissances immobilières, malheureusement. C'est vraiment le mindset, puis de côtoyer des gens à succès avec les mêmes, tu sais, toutes sortes de situations, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose de plus grand que nous, qui est rendu plus loin que nous. Puis que ça permet de devenir la personne, de regarder comment que cette personne fonctionne, de devenir cette personne-là, tu sais, de pouvoir s'améliorer. Fait que c'est souvent le cas qui est une des grandes forces qu'on voit au club immobilier, c'est ça. C'est la semaine prochaine, en tout cas là, en ce moment, on est, pas la semaine prochaine, mais dans 25 jours environ, on s'en va avec la semaine des millionnaires. Michael va être là. Puis, une couple, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont être présents, mais de passer une semaine avec 200 investisseurs dans un environnement comme ça, les discussions qu'on a, les cours sont intéressants, là, mais c'est le prétexte. Qu'est-ce qui se dit sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage, le soir, même jusqu'aux petites heures du matin, ça devient super intéressant. Puis il y a des belles relations qui se passent. Non, c'est sûr. C'est ça, on est allé l'année dernière, nous, puis quand on est revenu, c'était là, bon, OK, on s'est fait un plan de match, puis on est parti avec ça, puis je regarde, là, 1 an, ce qu'on a accompli cette année, c'est épouvantable, là. Ça nous a donné de la drive pour continuer. Puis c'est tout le temps, des fois, c'est comme je disais tantôt, c'est pas tout le temps facile. Fait que, quand tu vas, tu fais des formations, tu rencontres des gens, comme venir ici, tout ça. Moi, je repars chez nous après, là. Je crains qu'il y ait raide. C'est ça, c'est ça. Parce que, justement, l'an passé, au voyage,
pour ça que je le fais. Il y a bien des gens dans la salle qui pensaient qu'il avait fait un bon bout de chemin. Puis après ça, on a écouté Carl Dumont conter son histoire. Ah oui, c'est ça. Finalement, c'est comme, on n'a rien fait encore, là. Et puis, fait que c'est ça. Fait que tu ressors de là, tu te dis, hey, écoute, je suis capable de le faire moi aussi. Ah non, c'est ça. C'est ça. Au début, moi, c'était ça. Quand j'ai commencé les formations, je me suis inscrit, tu sais, j'avais jamais été à une mensuelle, à rien. Je connaissais rien. Je suis arrivé là, tu sais, je m'étais inscrit au coaching sur Internet, puis j'arrivais là. Je m'attendais de voir, tu sais, des vieux monsieur à retraite, là, tu sais, puis je pensais être un petit jeune là, puis j'arrive là, je vois des gars, ils sont plus jeunes que moi, ils ont 300-400 portes. Je suis comme, OK, je suis en train de manquer de bateau, là, faut que je me rattrape, tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que finalement, ben, c'est le fun à voir, tu sais, toujours avec des gens qui... Puis, c'est ça. Je pense que le soleil brille pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde là-dedans qui veut être là-dedans. Il y en a qui s'essayent, puis après ça, ils s'aperçoivent que c'est pas pour eux autres. Exactement. Ça, c'est un autre bon point. Là. Puis tant mieux. Si le coaching t'a coûté 4 000 pour savoir que c'était pas fait pour toi, t'es pas bien là-dedans. Il y en a qui n'aiment pas ça, là, gérer. C'est ça. Maintenant, ben, tu vois ce que tu aimes, puis tu fais ce que ça te tente. Là. On va y aller avec une dernière question. Est-ce que, monsieur, vous avez peut-être une petite question? Moi, j'en ai peut-être une plus technique. Là, ben, on va revenir dans le vif du sujet. Plus quand tu analyses un immeuble, y a-t-il un ratio, mettons, de refinancement? Tu dis, OK, je vais arriver à telle valeur économique. Y a-t-il un pourcentage d'argent que tu es prêt à laisser sur la table si tu aimes vraiment l'immeuble, ou toi, il faut vraiment que tu sois... faut que j'aille chercher 80 de mon argent, il faut que j'aille chercher... Bien, moi, c'est sûr que, tu sais, c'est comme je disais, moi, à date, là, toutes les transactions que j'ai faites, je suis allé chercher vraiment une plus grosse plus-value sur... parce que, tu sais, mon objectif, c'est de grossir vite. Fait que, tu sais, comme je disais tantôt, je choisis mes combats, là. C'est sûr que là, on s'en vient plus d'un niveau où on va laisser un petit... des fois, on va laisser un petit peu plus d'argent sur la table un petit peu plus longtemps sur certains immeubles, mais on sait que dans 2 ans, 3 ans, on va refinancer, ou 5 ans, mettons, les faits SHL. Là. Mais... on a toujours quand même un projet qui rapporte tout de suite. Parce que moi, dans la manière que je pense, c'est il faut que ça rapporte de l'argent aussi tout de suite, parce que sinon, tu te payes comment, à un moment donné? Moi, je me paye avec les rénovations, la gestion, tout ça. Des fois, les gens demandent comme ça de payer un salaire, t'sais. C'est parce que je me garde la gestion pour la réno, parce que sinon, des fois, on réinvestit tout le temps à tout, là, comme vous autres, avec le nombre de portes que vous avez là, vous cherchez à grossir. À un moment donné, il faut qu'il y ait du pain sur la table le soir. Là, fait que, tu sais, fait que souvent, quand je vais faire ça, j'ai d'autres projets en parallèle qui vont m'emmener les liquidités. Là, c'est ça. Fait que je veux pas... je mets jamais... j'ai pas de chiffre magique, mais je vais vraiment... Mais par rapport à ça, Mike, avec la question à Alex, jusqu'à maintenant, tu veux retirer 100 de tes billes? Tout le temps. Au moins? Plus. Je dirais 150 non, je connaissais la réponse, là, mais... Non, j'ai toujours retiré, ouais. Mais c'est ça, moi, c'est ça, 6 mois, 1 an. Là. À partir du moment que tu récupères 100 il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, techniquement et mathématiquement. Donc... C'est du plus que 100 de rendement. Là. Non, c'est ça. Moi, c'est la technique que j'ai. Ça ne marche pas sur tous les immeubles. Ça, c'est ça. Comme avec la stratégie du neuf, c'est un petit peu plus long terme. Mais moi, compte tenu du fait que je startais avec pas grand-chose là, en partant, là, fait que il fallait que ça soit une couple de bons coups. Puis là, ben, c'est sûr que là, rendu là, on regarde peut-être plus aussi pour en avoir. Je veux diversifier un peu le parc, là, avoir un peu de neuf qui capitalise plus, puis avoir des immeubles qui... J'ai certains immeubles qui vont capitaliser plus, puis les autres, bien, qu'on refinance tout de suite. Puis, vraiment d'avoir un mix, là. Puis là, si on regarde un peu aussi le commercial pour mixer ça à travers ça, puis on va voir si on a du temps de plus, bien là, ça se peut qu'on incorpore un petit peu des flips à travers ça, là, pour combler, mettons. Good. Mike, merci. Merci de nous avoir partagé vraiment exceptionnel. Je sais que là, on va arrêter le tournage bientôt, fait qu'on va quand même continuer. Et puis, merci à tout le monde, vraiment d'être déplacé ce soir. Très, très apprécié. Mike, bien sûr, vraiment, je pense qu'on va te réinviter encore. Ça va me faire plaisir. Dans le sud, peut-être la semaine dernière, c'est intéressant de faire de quoi avec Charles sur, ça va sur les processus. Ça me tente.
Et puis, donc, encore là, merci à tous. Puis pour les gens qui nous écoutent, mais encore une fois, PMML, on fait du financement, on fait de la vente, de l'achat. Puis bien sûr, on aime partager le contenu là, des investisseurs à succès. Puis j'espère que ça vous a inspiré tout le monde. Fait que, merci Mike. Merci beaucoup. Je suis bien content d'être venu. Puis c'est ça, ça me permet ça faisait partie de mes objectifs. Ça me permet de redonner un peu du savoir que j'ai eu. Parce que tu sais, je n'ai pas inventé rien. Là, fait que c'est ça. Merci. Merci Mike. Merci.